Parfois, on atteint un point dans la vie où l'on ne court plus après les rêves. On cherche simplement la paix. C'est tout ce que voulait Monique Roussel lorsqu'elle a acheté cette vieille maison de campagne dans les montagnes du Massif central. Elle avait 68 ans, veuve, et fatiguée de louer les murs des autres. La maison n'était pas chère car c'était une ruine. Un fatras partout. Des meubles cassés. Des décennies de la vie de quelqu'un d'autre laissé à l'abandon. Mais en commençant à nettoyer, elle a trouvé quelque chose qui a fait trembler ses mains. Un vieux journal au nom de sa mère. Une boîte en bois dont elle se souvenait de son enfance. Des cartes de lieux où elle n'était jamais allée, mais qu'elle reconnaissait étrangement. La maison n'était pas seulement vieille. Elle cachait quelque chose, et elle l'avait attendu. Le trajet pour monter dans la montagne avait duré 3 heures, et les jointures de Monique étaient blanches sur le volant lorsqu'elle atteignit enfin le chemin de terre. Les indications de l'agent immobilier avaient été, au mieux, vagues. Passez l'ancienne Syrie, prenez le chemin non balisé près du Grand Pin tordu. Le GPS de sa voiture avait perdu le signal 2 km plus tôt. Mais elle l'avait trouvé. La maison de campagne se dressait dans une clairière entourée de hauts pins des montagnes, et même de loin, elle pouvait voir que c'était pire que ce que la photographie suggérait. Le toit de l'os s'affaissait en son milieu comme le dos d'un vieux cheval. Une fenêtre était barricadée, une autre fissurée en une toile d'araignée. Les marches du perron semblaient prêtes à s'effondrer sous son poids, et toute la structure en pierre sombre de Volvic penchait légèrement vers la gauche, comme si la montagne elle-même tentait de s'en débarrasser. Monique est restée un long moment assise dans sa voiture, le moteur crépitant en refroidissant, et s'est demandé quelle folie désespérée l'avait poussée à virer 8 000 € à un notaire pour cette épave. Mais elle connaissait la réponse. Elle avait été désespérée, pas pour la maison en particulier, mais pour quelque chose, n'importe quoi, qui soit à elle. Monique avait passé 40 ans à guider des touristes à travers le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, apprenant aux citadins à lire les balises de sentiers et à éviter de se tuer dans la nature sauvage. Elle connaissait ces montagnes comme d'autres connaissent leur propre quartier. Chaque puits, chaque ruisseau, chaque lacet perfide était cartographié dans sa mémoire, mais rien de tout cela ne lui avait jamais appartenu. Elle avait vécu dans de petits appartements en location à Clermont-Ferrand, des endroits aux murs fins où elle pouvait entendre la télévision de ses voisins à travers le plancher. Quand son mari Thomas était mort il y a 8 ans, la solitude s'était abattue sur elle comme un brouillard qui ne se levait jamais. Ils n'avaient jamais eu d'enfant. Ce n'était pas faute d'avoir essayé dans les premières années, mais ils avaient fini par ne plus en parler et s'étaient concentrés sur la construction d'une vie à deux. Thomas avait été un homme bon, stable et gentil, et ils avaient eu près de 40 ans avant que le cancer ne l'emporte. Après son départ, Monique avait continué à travailler, à guider, à se déplacer dans la forêt avec des groupes d'inconnus qui posaient les mêmes questions année après année. Où les marmottes hibernent? Est-ce de l'herbe à poux? Combien de temps encore jusqu'au sommet du Puy de Dôme? Elle répondait patiemment, souriait quand ils prenaient leurs photos, et rentrait chez elle dans des pièces vides. 2 mois plus tôt, elle avait pris sa retraite. Les jeunes guides lui avaient organisé une petite fête avec du vin bon marché et un gâteau de supermarché. Ils partaient d'une bonne intention, mais Monique pouvait voir le soulagement dans leurs yeux. Elle avait 68 ans, et bien qu'elle puisse encore marcher plus vite que la plupart d'entre eux, elle savait qu'elle ralentissait. Ses genoux lui faisaient mal dans les descentes abruptes. Elle avait besoin de lunettes de lecture pour les cartes topographiques. C'était le moment, mais la retraite signifiait plus d'heures vides dans cet appartement. Plus de silence, plus d'années qui s'étendaient devant elle sans rien pour les remplir. Elle avait une sœur à Marseille à qui elle n'avait pas parlé depuis 15 ans après une dispute dont Monique se souvenait à peine. Quelques cousins éloignés avec qui elle avait perdu le contact il y a des décennies. Pas de vrais amis au-delà de connaissances de travail. Elle était seule d'une manière qui semblait permanente. Puis elle avait vu l'annonce de vente successorale en ligne. Vieille maison de campagne, emplacement isolé, vendue en l'état. La photo montrait une structure brute, mais aussi la forêt au-delà, la courbe des montagnes, le genre d'isolement qui appelait quelque chose au plus profond d'elle. Le prix était absurdement bas. Elle avait appelé le numéro, parlé à un notaire s'occupant d'une succession, et fait une offre par téléphone. 3 semaines plus tard, elle avait un acte de propriété à son nom. Maintenant, debout devant la maison, elle se demandait si elle avait fait une terrible erreur. Monique a attrapé son sac à dos sur le siège passager et est sortie. L'air était vif, chargé d'odeurs de pin et de froid, même si c'était la fin juin. À cette altitude, la neige pouvait tomber jusqu'en mai et dès septembre.
Le sol était moelleux sous ses pieds, un tapis d'aiguilles anciennes, et quelque part à proximité, elle pouvait entendre le murmure d'un ruisseau, probablement alimenté par la fonte des neiges plus haut. Les marches du perron ont gémi sous son poids, mais ont tenu. La porte d'entrée était déverrouillée, gonflée dans son cadre par l'humidité. Elle a dû s'appuyer de toute son épaule pour la forcer à s'ouvrir. L'odeur l'a frappée en premier. Le moisi, la pourriture, la poussière, et autre chose. Le parfum particulier de l'abandon, d'un air qui n'avait pas bougé depuis des années. Elle est restée sur le seuil, laissant ses yeux s'habituer à la pénombre. La pièce principale était un chaos. Des meubles étaient empilés au hasard. Une table à laquelle il manquait 2 pieds était appuyée contre un canapé en cuir craquelé. Des chaises de cuisine étaient empilées sur le côté, et des boîtes, des dizaines de boîtes, remplissaient chaque espace disponible. Certaines s'étaient éventrées, déversant leur contenu sur le sol. De vieux magazines, des outils rouillés, des bocaux dont le contenu non identifiable était devenu sombre et moisi. Les murs étaient en bois nu, tachés par l'eau et déformés. Un immense cantou, la cheminée traditionnelle auvergnate en pierre, dominait un mur, son manteau épais de poussière. À gauche, une ouverture menait à ce qui devait être une cuisine. À droite, un couloir étroit disparaissait dans l'obscurité. Monique a compté au moins 3 pièces en plus de l'espace principal, peut-être plus. Elle a posé son sac à dos avec précaution sur un coin dégagé près de la porte et a marché lentement à travers les débris. Chaque pas révélait un nouveau désastre. La cuisine avait un évier en pierre rouillée avec une pompe à main, pas d'eau courante. La cuisinière à bois était un modèle ancien dont la porte pendait, révélant des cendres qui pouvaient dater de plusieurs décennies. Les placards étaient ouverts, leurs étagères tapissées de journaux des années 1950 et de crottes de souris. Les chambres étaient pires. L'une était complètement inaccessible, remplie du sol au plafond de ce qui ressemblait à des vêtements, des boîtes et des meubles cassés. Une autre avait un matelas nu sur un cadre en métal, le tissu déchiré et taché. La 3e chambre, la plus petite, était relativement vide, à l'exception d'une commode d'enfant et d'un fauteuil à bascule avec un patin cassé. Tout l'endroit ressemblait à un musée de la vie abandonnée de quelqu'un d'autre. Quiconque avait vécu ici était parti à la hâte ou était mort et avait tout laissé pourrir. Le notaire avait été vague sur l'ancien propriétaire, disant seulement que la propriété avait été saisie et que le département avait finalement traité la vente après des années de complications juridiques. Monique se tenait au milieu de la pièce principale et ressentit quelque chose d'inattendu. Pas du désespoir, mais une étrange sensation de reconnaissance. Elle ne pouvait pas l'expliquer. Elle n'était jamais venue ici, jamais même dans cette partie de l'Auvergne. Mais quelque chose dans cet endroit titillait sa mémoire, comme un mot sur le bout de la langue. Elle a secoué la tête pour chasser ce sentiment et est retournée dehors chercher le reste de ses provisions dans la voiture. Elle avait apporté tout ce dont elle aurait besoin pour une semaine. Sac de couchage, réchaud de camping, bidon d'eau, nourriture, produits de nettoyage, outils. Selon l'acte de propriété, la maison avait l'électricité. Mais elle avait trouvé le tableau électrique à l'extérieur, et aucun des disjoncteurs ne fonctionnait. Pas d'électricité signifiait pas de lumière, pas de chauffage, pas de pompe à eau, même si le puits fonctionnait encore. Le temps qu'elle ait tout transporté à l'intérieur, le soleil déclinait derrière les sommets, et la température chutait rapidement. Elle a installé son sac de couchage dans le coin le moins encombré de la pièce principale, a allumé un feu dans le cantou avec du bois qu'elle a trouvé empilé dehors sous une bâche effondrée, et a réchauffé une bonne soupe maison sur son réchaud de camping. Elle a mangé assise sur le rebord en pierre de la cheminée, regardant les ombres danser sur les murs. Le feu crépitait et pétillait, et dehors la forêt s'installait dans ses bruits du soir. Le vent dans les pins, le ululement lointain d'une chouette, le murmure constant du ruisseau. C'était à elle. Cette ruine, ce désastre, cette montagne de travail. Pour la première fois en 8 ans, quelque chose lui appartenait entièrement. Pas une location. Pas emprunté, à elle. Monique a lavé sa vaisselle avec l'eau de son bidon, s'est brossé les dents et s'est glissée dans son sac de couchage alors que le feu se réduisait à des braises. Elle était épuisée par la route et l'altitude, mais le sommeil n'est pas venu tout de suite. Elle est restée là, dans l'obscurité, écoutant la maison craquer et s'installer autour d'elle, et a essayé d'ignorer le sentiment persistant qu'elle était déjà venue ici. Le lendemain matin, elle s'est réveillée à la lumière grise qui filtrait à travers les fenêtres sales, son souffle formant un nuage dans l'air froid. Le feu était complètement éteint. Monique l'a ravivé, a préparé du café sur son réchaud,
et s'est tenue sur le perron, regardant le lever du soleil peindre les sommets des montagnes de rose et d'or. Un étroit chemin de terre s'éloignait de la maison, serpentant à travers les arbres. Elle pouvait voir où il rejoignait finalement la route forestière principale qu'elle avait empruntée la veille. Dans l'autre direction, la forêt se pressait, mais il y avait ce qui aurait pu être un ancien sentier montant le long de la pente. Elle a passé la matinée à élaborer un plan. D'abord, évaluer les dégâts. Déterminer ce qui était structurel et ce qui n'était que de la pourriture cosmétique. Ensuite, commencer à vider les débris, pièce par pièce. Trier ce qui pourrait être récupérable ou de valeur. Jeter le reste. Une fois qu'elle pourrait voir sur quoi elle travaillait, elle s'attaquerait aux réparations. Le toit d'abord, puis les fenêtres, puis les systèmes internes. C'était une quantité de travail décourageante pour une seule personne, surtout une femme de 68 ans avec de l'arthrite dans les mains. Mais Monique n'avait jamais eu peur du travail acharné. D'ailleurs, que ferait-elle d'autre de son temps? Elle a commencé par la pièce principale, traînant les boîtes dehors pour les trier à la lumière du jour. La plupart contenaient des rebuts, de vieux vêtements mités et sans valeur, des ustensiles de cuisine rouillés, des outils cassés, des journaux qui tombaient en poussière au toucher. Mais certaines choses étaient intéressantes. Une boîte de bouteilles en verre de différentes couleurs. Une collection de clous forgés à la main, du genre que les forgerons fabriquaient avant que tout ne soit manufacturé. Un ensemble d'assiettes et de gobelets en étain qui pourraient être bien nettoyés. À l'heure du déjeuner, elle avait dégagé suffisamment d'espace pour traverser la pièce sans avoir à escalader des obstacles. Elle a préparé un simple sandwich jambon-beurre, a bu de l'eau de son bidon et s'est reposé le dos contre la balustrade du perron. C'est alors qu'elle a vu le voisin. Une vieille de CV est arrivée en cahotant sur le chemin, et un homme en est sorti. Il avait peut-être 75 ans, bâti comme une souche d'arbre, vêtu d'une chemise à carreaux et de bottes de travail. Il boitait légèrement, mais se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui avait passé sa vie dans ces montagnes. « J'ai vu votre voiture », a-t-il lancé. Je me suis dit que j'allais me présenter. Je m'appelle Pierre Martin. J'habite à environ 3 kilomètres en bas de la route. Monique s'est levée et a serré la main qu'il lui tendait. Sa poignée était ferme, sa paume calleuse. Monique Roussel. Je viens d'acheter cet endroit. Pierre a regardé la maison et a laissé échapper un sifflement. Vous l'avez acheté, hein? Eh bien, vous avez du pain sur la planche. Cet endroit est vide depuis aussi longtemps que je me souvienne. 20 ans, peut-être plus. Vous savez quelque chose sur qui vivait ici avant? Pas grand-chose. Je me suis installé ici en 89, et c'était déjà abandonné. C'était une propriété bien entretenue, d'après ce que j'ai entendu. Il y avait plusieurs maisons ici à une époque. Toute une petite communauté, mais ils sont partis bien avant mon temps. C'est la dernière qui reste debout, et de justesse. Monique a de nouveau ressenti cette étrange sensation de familiarité. Une communauté? Comme un village? Pas exactement. Plutôt ce qu'ils appellent une vie intentionnelle. Un groupe de gens qui voulaient vivre en autarcie, partager les ressources, ce genre de choses. C'était dans les années 50, je crois. Avant mon temps, comme je l'ai dit. Les anciens du village en parlaient, mais pas de manière amicale, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi pas? Pierre a haussé les épaules. C'était une autre époque. Les gens se méfiaient de tout ce qui semblait, je ne sais pas, communiste. C'était le mot qu'ils utilisaient. Des gens vivant ensemble, partageant leurs biens, parlant de collectif et de tout ça. Ça rendait les gens du village nerveux. D'après ce que j'ai entendu, il y a eu des problèmes qui ont fait partir tout le monde. Mais c'est de l'histoire ancienne, et je ne connais pas les détails. Ils ont parlé un peu plus longtemps. Pierre lui a offert son aide si elle avait besoin de soulever des charges lourdes. Il lui a dit où acheter des matériaux à salaire, l'a prévenu que la route devenait impraticable en hiver et qu'elle aurait besoin d'un vrai 4x4, pas seulement d'une traction intégrale. Il semblait gentil, comme le sont souvent les gens de la montagne une fois qu'ils ont décidé que vous étiez quelqu'un de bien. Après son départ, Monique est retournée au travail, mais son esprit revenait sans cesse à ce qu'il avait dit. Une communauté dans les années 50. Des gens qui sont partis à cause de problèmes. Ce soir-là, épuisée et sale, elle traînait une chaise cassée vers son tas de rebuts quand quelque chose est tombé d'entre le coussin du siège et le cadre.
Ça a heurté le sol avec un bruit sourd. Monique s'est penchée et l'a ramassé. C'était une photographie, délavée et cornée. L'image montrait une jeune femme, d'environ 25 ans, debout devant cette maison. Elle pouvait le reconnaître grâce au cantou en pierre visible par la fenêtre derrière elle. La femme était belle d'une manière saine et naturelle, avec des cheveux sombres relevés et un sourire timide. Elle portait une robe simple et tenait quelque chose dans ses mains. Monique a plissé les yeux. Un médaillon sur une chaîne. Le souffle de Monique s'est coupé. Elle connaissait ce médaillon. Elle l'avait vu quand elle était enfant. Sa mère le portait parfois, généralement glissé sous sa chemise où personne ne pouvait le voir. Elle a retourné la photo. Au dos, au crayon estompé, Marie, était 1952. Marie était le prénom de sa mère, bien qu'elle se soit fait appeler Louise aussi longtemps que Monique s'en souvenait. Et 1952, c'était 2 ans avant la naissance de Monique. Elle se tenait dans l'obscurité grandissante, tenant la photo dans ses mains tremblantes, et a compris avec une clarté soudaine pourquoi cet endroit lui semblait familier. Sa mère avait vécu ici. Monique n'a pas dormi cette nuit-là. Elle est restée assise près du feu avec la photo sur ses genoux, fixant le jeune visage de sa mère, essayant de concilier cette image avec la femme qu'elle avait connue. Sa mère avait été silencieuse, prudente, quelqu'un qui ne parlait jamais du passé. Monique avait toujours supposé qu'il n'y avait rien à raconter, que la vie de sa mère avait commencé quand elle avait rencontré le père de Monique, que tout ce qui précédait était simplement ordinaire et sans intérêt. Mais cette photo racontait une autre histoire. Sa mère avait vécu dans le Massif central, dans cette maison, 2 ans avant la naissance de Monique, et elle n'en avait jamais parlé, pas une seule fois en 68 ans. À l'aube, Monique a préparé du café et a commencé à fouiller la maison avec une nouvelle détermination. Si sa mère avait vécu ici, il devait y avoir plus. Plus de photos, plus de preuves, quelque chose qui expliquerait pourquoi cette partie de sa vie avait été cachée. Elle a commencé dans la pièce principale, passant méthodiquement en revue les boîtes et les meubles restants. Elle a trouvé de vieux journaux de 1951 et 1952, des publicités pour des produits qui n'existaient plus, des recettes découpées dans des magazines. Elle a trouvé des bocaux au couvercle rouillé, des outils à main aux manches en bois poli par l'usage, une boîte de bouts de bougies fondues en une masse cireuse. Mais rien de personnel. Rien qui ne lui dise qui avait vécu ici ou pourquoi. Elle est passée à la cuisine, tirant sur des tiroirs coincés par l'humidité, vérifiant derrière les placards, tâtant le fond des étagères. Les crottes de souris se sont dispersées pendant qu'elle travaillait, et la poussière la faisait tousser, mais elle a continué à chercher. Dans la plus petite chambre, celle avec la commode d'enfant, elle a trouvé une lame de plancher lâche dans le coin où le mur rencontrait le sol. Ce n'était pas évident, mais en s'agenouillant pour examiner la plainte de plus près, elle a vu qu'une section avait été coupée et remise en place. Le bois était d'une couleur légèrement différente, comme s'il avait été manipulé plus que les planches environnantes. Monique a glissé ses doigts sous le bord et a tiré. La planche s'est détachée facilement, révélant un espace creux entre les montants du mur. À l'intérieur se trouvait un livre. Elle l'a sorti avec précaution. C'était un journal, relié à la main avec une couverture en cuir usé et douce au toucher. Les pages étaient jaunies mais intactes, remplies d'une écriture à l'encre bleue délavée. Les mains de Monique tremblaient en l'ouvrant à la première page. L'entrée était datée du 15 mai 1951, et elle commençait « Nous sommes arrivés à la propriété aujourd'hui. J'en dis que c'est tout ce dont nous avons rêvé. Je veux le croire. » La gorge de Monique s'est serrée. L'écriture était celle de sa mère. Elle la reconnaissait des cartes d'anniversaire et des listes de courses, de l'écriture soignée qui étiquetait les pots de confiture et écrivait des notes pour le laitier. Mais les mots étaient inconnus, parlant de rêves, d'arrivée et de quelqu'un nommé Jean. Elle s'est assise sur le sol poussiéreux et a commencé à lire. Les premières entrées étaient optimistes, pleines d'espoir et d'excitation. Sa mère écrivait sur le collectif, cette famille qui avait mis leurs ressources en commun pour acheter des terres dans les montagnes. Ils voulaient construire une communauté autosuffisante, loin des pressions de la société moderne, où ils pourraient vivre simplement et élever leurs enfants dans la nature. Jean était fréquemment mentionné, toujours avec affection, parfois avec une tendresse qui faisait mal à la poitrine de Monique. Jean et moi avons marché jusqu'à la crête aujourd'hui, lisait une entrée. Il m'a montré où il veut construire notre maison, où nous planterons le jardin, où nos enfants joueront un jour. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Monique a tourné les pages, regardant les mois passés.
Les entrées documentaient la construction des maisons, la plantation des cultures, l'arrivée des autres familles. Sa mère écrivait sur les dîners communautaires, les journées de travail partagées, les enfants courant dans la forêt. Elle écrivait sur Jean avec un amour si évident qu'il transparaissait dans chaque ligne. Mais il n'y avait aucune mention du père de Monique, l'homme qui l'avait élevé, dont le nom figurait sur son acte de naissance, qui était mort quand Monique avait 30 ans. Il n'existait pas dans ces pages. Alors que Monique lisait plus loin, le ton des entrées a commencé à changer. De petites plaintes sont apparues. Des désaccords sur les ressources, des tensions entre les familles, des soucis d'argent. Puis de plus grandes inquiétudes se sont glissées. Fin 1952, sa mère écrivait sur les gens du village qui venaient, posaient des questions, prenaient des photos. Elle a mentionné la visite d'agents de la Sûreté nationale, qui posaient des questions sur leurs affiliations politiques, sur qui ils connaissaient, sur ce en quoi ils croyaient. Ils nous traitent de communistes, disait une entrée. Nous ne sommes pas politiques. Nous voulons juste qu'on nous laisse tranquilles. Mais Jean dit que peu importe ce que nous sommes. Ce qui compte, c'est ce qu'ils pensent que nous sommes. Il est inquiet. Nous le sommes tous. Les entrées sont devenues sporadiques après cela. Des semaines passaient entre elles, et quand sa mère écrivait, les mots étaient courts, anxieux. Les références à l'enquête et à la pression apparaissaient fréquemment. Puis, en mars 1953, une entrée plus longue. Marcel a confronté les agents aujourd'hui. Ça s'est transformé en une violente dispute. Jean a essayé de calmer tout le monde, mais Marcel était ivre et en colère et n'a rien voulu entendre. Les agents sont partis, mais ils ont dit qu'ils reviendraient. Tout le monde a peur. Certaines familles parlent de partir. Jean insiste pour que nous restions, que nous avons des droits, qu'ils ne peuvent pas nous forcer à partir. Mais je ne sais pas. Je suis enceinte de 3 mois maintenant, et j'ai peur de ce que ce stress fait au bébé. Monique a arrêté de lire. Elle a relu cette phrase. Enceinte de 3 mois, mars 1953. Elle a compté à rebours. Cela signifierait que le bébé était attendu pour l'automne. Mais l'anniversaire de Monique était en janvier 1954. Elle était ce bébé. Ses mains tremblaient alors qu'elle continuait à lire. Les pages suivantes manquaient, arrachées brutalement, ne laissant que des bords déchiquetés. Quand les entrées ont repris en janvier 1954, l'écriture était différente, précipitée, presque frénétique. Ils sont revenus. Il y a eu une confrontation. Marcel est mort. Ils disent qu'il a sorti une arme, que c'était de la légitime défense, mais je ne sais pas quoi croire. Jean a été arrêté. Les autres se sont dispersés. Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas les laisser trouver le bébé. Je dois partir. L'entrée suivante était datée d'une semaine plus tard. Je pars aujourd'hui. Jean est toujours en garde à vue. Ils disent qu'ils le relâcheront, mais je ne peux pas attendre. Je ne peux pas risquer qu'ils la prennent. J'ai caché tout ce que j'ai pu. Peut-être qu'un jour elle trouvera cet endroit. Peut-être qu'elle comprendra. Je suis désolé, ma petite chérie. Je suis tellement désolé. C'était la dernière entrée. Monique est restée assise dans le silence de la maison abandonnée, tenant le journal de sa mère, et a senti toute sa compréhension de sa vie s'effondrer. Sa mère avait vécu ici avec un homme nommé Jean. Elle avait été enceinte de Monique ici. Quelque chose de terrible était arrivé. Une mort, des arrestations, l'effondrement de la communauté, et sa mère avait fui. L'homme que Monique avait appelé père toute sa vie n'était pas son père. C'était quelqu'un que sa mère avait épousé plus tard, quelqu'un qui avait donné son nom à Monique et ne lui avait jamais dit la vérité. Et Jean, qui qu'il soit, avait été arrêté. Était-il allé en prison? Était-il mort? Monique a regardé la maison avec de nouveaux yeux. Sa mère avait foulé ce sol, avait dormi dans l'une de ses pièces, avait été heureuse ici, puis terrifiée, puis assez désespérée pour s'enfuir. Et elle avait caché ce journal, espérant peut-être qu'un jour Monique le trouverait. Dehors, le soleil était maintenant complètement levé, la forêt vivante des bruits du matin, mais Monique ne pouvait rien entendre de tout cela. Elle ne pouvait entendre que l'écho des mots de sa mère dans son esprit. Peut-être qu'un jour elle trouvera cet endroit. Elle l'avait trouvé, mais le trouver soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Qui était Jean? Que s'était-il réellement passé en 1953 et 1954?
Où étaient parties les autres familles? Et surtout, pourquoi sa mère avait-elle passé toute la vie de Monique à cacher cette vérité? Monique a fermé soigneusement le journal et l'a serré contre sa poitrine. Toute sa vie, elle avait cru savoir qui elle était. Monique Roussel, fille de Louise et Michel Roussel, guide de montagne, veuve, femme solitaire à la fin d'une vie tranquille. Mais ce n'était pas toute la vérité. Elle était aussi quelqu'un d'autre. Quelqu'un né dans la crise et emporté dans la nuit. Quelqu'un dont la véritable histoire avait été enterrée dans ces montagnes pendant 68 ans. Elle s'est levée lentement, ses genoux protestants. La maison semblait soudainement différente, non plus seulement abandonnée, mais hantée par des secrets. Les secrets de sa mère. Ses propres secrets. Des choses qu'elle n'avait même pas su qu'elle avait besoin de découvrir. Monique a regardé le journal dans ses mains et a pris une décision. Elle découvrirait ce qui s'était passé ici. Elle apprendrait toute la vérité. Quoi qu'il en coûte, elle le devait à sa mère. Elle se le devait à elle-même. Et quelque part au fond de son esprit, une petite voix a murmuré, elle le devait aussi à Jean. Qui qu'il soit, où qu'il soit, s'il était encore en vie. Monique a passé le reste de la journée à lire et relire le journal, essayant d'en extraire chaque détail possible. L'écriture de sa mère, si familière mais décrivant une vie inconnue, la remplissait d'un étrange mélange de chagrin et de colère. Pourquoi lui avait-on menti? Qui aurait-il eu de si terrible à dire la vérité à Monique? Mais même en se posant ces questions, elle pensait aux entrées décrivant des agents fédéraux, des enquêtes, un homme abattu. Peut-être que sa mère avait ses raisons. Peut-être que les mensonges avaient été une protection, pas une trahison. Le soir venu, Monique avait étudié chaque page, y compris les pages blanches à la fin où sa mère n'avait jamais écrit. Elle avait examiné les pages arrachées, se demandant ce qui avait été si dangereux ou douloureux qu'il fallait le détruire. Elle avait passé ses doigts sur les mots de sa mère à propos de Jean, essayant d'imaginer l'homme qui avait été si profondément aimé. Alors que la nuit tombait et qu'elle allumait la lanterne, quelque chose a glissé d'entre les dernières pages du journal. Il a voltigé jusqu'au sol, et Monique s'est penchée pour le ramasser. Une carte, dessinée à la main sur ce qui ressemblait au dos d'une vieille enveloppe, le papier doux et usé aux pliures. Monique l'a aplati sur ses genoux et l'a étudié à la lueur de la lanterne. Le dessin montrait un terrain qu'elle reconnaissait, les lignes de crête, le ruisseau, la topographie générale de cette partie des montagnes. Plusieurs endroits étaient marqués de petites croix et de symboles qu'elle ne comprenait pas immédiatement, un cercle, un carré, un triangle. Un endroit marqué du cercle avait été repassé si souvent au crayon que le papier était presque usé. Monique a sorti les cartes topographiques qu'elle avait apportées et les a comparées. La carte dessinée à la main était rudimentaire mais précise. Elle pouvait identifier les points de repère, les faire correspondre à des lieux réels. La maison où elle se trouvait était clairement marquée, et les autres symboles, elle en a compté 5, étaient dispersés dans les montagnes dans un rayon de quelques kilomètres. Que étaient ces endroits? D'autres maisons où les membres du collectif avaient vécu? Des endroits où ils avaient caché des choses? Des points de rencontre? Elle a retourné la carte, espérant une annotation, mais le verso était vierge, à l'exception d'une adresse partiellement effacée par l'eau. Elle pouvait déchiffrer Clermont-Ferrand et ce qui aurait pu être un numéro de rue. Monique a mis la carte de côté et a laissé son esprit analyser ce qu'elle savait. Sa mère et Jean faisaient partie d'un groupe tentant de construire une communauté autosuffisante. Ils avaient fait face à des enquêtes et des persécutions. Quelque chose de violent s'était produit qui avait dispersé tout le monde. Sa mère avait fui avec Monique bébé, caché son passé et construit une nouvelle vie avec un homme qui n'était pas le père biologique de Monique. Et cette carte suggérait qu'il y avait des lieux importants, que sa mère avait voulu se rappeler ou que quelqu'un trouve. L'emplacement entouré d'encre rouge a attiré l'attention de Monique. Quel que soit cet endroit, il avait été assez important pour être marqué avec insistance. Assez important pour que sa mère garde cette carte cachée avec son journal. Monique a regardé par la fenêtre l'obscurité au-delà. Elle était guide de montagne. Elle avait passé 40 ans à lire des cartes et à naviguer sur le terrain. Si quelqu'un pouvait trouver ces endroits, c'était elle. Et elle n'avait que du temps maintenant. Pas de travail, pas d'obligation, personne ne l'attendait nulle part. Le lendemain matin, le jour s'est levé clair et froid. Monique a pris un petit déjeuner rapide et s'est préparée pour une randonnée. Elle a emporté de l'eau, des encas, sa trousse de premier secours, sa boussole, son GPS,
ainsi que la carte dessinée à la main et ses cartes topographiques. Elle s'est habillée en plusieurs couches. C'était juin, mais à cette altitude, le temps pouvait changer rapidement. L'endroit marqué du cercle rouge se trouvait à environ 3 km au nord-est, à une altitude plus élevée. Selon le terrain, elle devrait grimper d'environ 250 mètres à travers la forêt, puis traverser une prairie d'estive avant d'atteindre ce qui ressemblait à un affleurement rocheux. Monique a verrouillé la maison, plus par habitude que par nécessité, car il n'y avait rien à voler, et s'est engagée sur l'ancien sentier qu'elle avait remarqué le premier jour. Il était envahi par la végétation, mais encore visible si l'on savait quoi chercher. Quelqu'un avait tracé ce chemin délibérément il y a des années, et la forêt ne l'avait pas encore complètement repris. L'air du matin sentait la sève de pin et la terre humide. Un corbeau a croassé au-dessus d'elle, son cri résonnant sur les rochers. Monique se déplaçait prudemment mais régulièrement, testant ses appuis, utilisant ses bâtons de randonnée pour répartir le poids. Ses genoux lui faisaient un peu mal, mais pas plus que d'habitude. Elle était reconnaissante pour toutes ces années de guidage, pour la condition physique qui lui permettait encore de faire cela à 68 ans. En grimpant, elle pensait à sa mère faisant le même voyage. Avait-elle marché sur ce sentier? Jean marchait-il à ses côtés, lui montrant les oiseaux ou les plantes, planifiant leur avenir? La forêt était intemporelle comme le sont les montagnes. Les arbres étaient différents, plus grands ou tombés et pourris, mais l'ossature de la terre était la même. Les pas de sa mère avaient été ici un jour. Après une heure de montée régulière, elle a émergé de la lisière des arbres dans une prairie alpine, une estive. Des fleurs sauvages parsemaient l'herbe. Lupin, gentiane et pensée sauvage hochaient la tête dans la brise. La vue s'est ouverte derrière elle, montrant la vallée en contrebas, le ruban du ruisseau, le vert sombre de la forêt s'étendant dans toutes les directions. Elle a vérifié sa position par rapport au GPS et à la carte. L'endroit marqué devrait se trouver à environ 400 mètres plus loin, près de la formation rocheuse visible à l'autre bout de la prairie. Elle a traversé l'espace ouvert, ses bottes chuintant dans l'herbe. Des sauterelles sautaient devant son chemin. Le soleil était chaud sur ses épaules, et pendant un instant, elle a ressenti quelque chose de proche de la paix. Quels que soient les secrets enfouis dans son passé, cet endroit était magnifique. Cet endroit que sa mère avait aimé était vraiment magnifique. La formation rocheuse était un enchevêtrement de blocs de granit, usés par le temps et couverts de lichen. Certains étaient aussi gros que des voitures, d'autres plus petits, tous empilés comme si un enfant géant avait joué au cube. Monique a fait le tour de l'affleurement, cherchant tout ce qui pourrait expliquer pourquoi cet endroit était marqué sur la carte. Au début, elle n'a rien vu d'inhabituel, juste des rochers et les pins chétifs qui parvenaient à pousser dans le sol mince. Mais ensuite, nichée entre deux gros rochers, elle a remarqué un espace. Pas tout à fait une grotte, plutôt une crevasse abritée. Elle a dû s'accroupir pour voir correctement à l'intérieur. Il y avait quelque chose là. Monique a sorti sa lampe de poche de son sac et l'a dirigée dans l'obscurité. La lumière a révélé une boîte en métal. Peinture verte délavée et rouillée, rangée contre le rocher où elle serait protégée de la pluie. Son cœur battait la chamade alors qu'elle tendait la main et tirait la boîte vers elle. Elle était lourde, d'environ 30 cm de long et la moitié de large. Le loquet était rouillé mais pas verrouillé. Elle l'a manipulé avec précaution, ne voulant pas le casser, jusqu'à ce qu'il cède finalement avec un grincement. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée partiellement dégradée, se trouvait un paquet de papiers. Monique les a sortis avec précaution. La toile cirée s'est effritée au toucher, mais les papiers à l'intérieur étaient étonnamment bien conservés. Elle les a dépliés à la lumière du soleil. Des lettres. Une pile de lettres, peut-être 20 ou 30, liées par une ficelle devenue brune et cassante avec l'âge. La première enveloppe portait une adresse soignée, ma très chère M. Pour Marie. Les mains de Monique tremblaient alors qu'elle dénouait la ficelle et ouvrait la première lettre. La date était juin 1951, et elle commençait, ma chérie, je compte les jours jusqu'à ce que nous puissions être ensemble dans notre propre maison. La maison est presque terminée. J'ai travaillé de l'aube au crépuscule, voulant que tout soit parfait pour toi. C'était signé simplement, tout mon amour, J. Pour Jean. Monique s'est assise par terre, les lettres étalées sur ses genoux, et a commencé à lire une histoire d'amour dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. La cour de sa mère et de Jean racontée par ses mots, leurs rêves et leurs projets, leurs espoirs pour l'avenir, leur dévotion profonde et évidente l'un pour l'autre. En lisant,
l'homme qui était son père biologique a lentement pris forme. Pas un nom dans un journal, mais une personne réelle. Quelqu'un qui construisait des maisons de ses mains, qui aimait les montagnes, qui écrivait à sa mère avec une tendresse qui serrait la gorge de Monique. Quelqu'un qu'elle n'avait jamais connu, quelqu'un qu'on ne lui avait jamais donné la chance de connaître. Monique a passé l'après-midi sur le flanc de la montagne à lire les lettres. Elle dépeignait une romance qui s'était épanouie lors de la planification du collectif. Jean et Marie s'étaient rencontrés à Clermont-Ferrand en 1950. Tous deux assistaient à des réunions pour les personnes intéressées par des modes de vie alternatifs. Il était charpentier de métier. Elle, institutrice. Tous deux étaient idéalistes. Tous deux voulaient quelque chose de différent de la vie conventionnelle offerte par la France de l'après-guerre. Les lettres documentaient leur amour grandissant parallèlement à leur projet pour la communauté montagnarde. Jean écrivait sur la terre qu'ils avaient trouvée, les autres familles qui les rejoignaient, la vision d'un endroit où les gens pourraient vivre simplement et en coopération. Il écrivait sur la construction de leur maison de ses propres mains, sur le jardin qu'ils planteraient, sur les enfants qu'ils auraient un jour. J'en veux au moins 3, avait-il écrit dans une lettre, peut-être 4. Peux-tu les imaginer courant en liberté dans ces montagnes, apprenant de la terre, grandissant fort et libre, loin de tout le bruit et de la peur des villes, loin de la pression de se conformer, de consommer, d'avoir peur de tout ce qui est différent? En lisant ces mots, Monique a ressenti une profonde douleur. Cet avenir n'avait jamais eu lieu. Jean avait eu un enfant, elle, puis avait tout perdu. Les lettres plus tardives montraient la tension. En 1952, Jean écrivait moins sur les rêves et plus sur les préoccupations pratiques. L'argent était plus rare que prévu. Le temps avait été rude. Certaines familles luttaient contre l'isolement et le travail. Et puis l'enquête a commencé. 2 hommes sont passés hier, lisait-on dans une lettre. Ils ont dit qu'ils étaient du gouvernement, vérifiant des rapports d'activité subversive. Peux-tu le croire? Nous cultivons des légumes et partageons nos ressources, et d'une manière ou d'une autre, c'est une menace pour la sécurité nationale. J'ai essayé d'être poli, de répondre à leurs questions, mais Marcel s'est emporté. Je crains qu'il ne rende les choses pires pour nous tous. Marcel, le nom du journal de sa mère, l'homme qui est mort. La dernière lettre était datée de décembre 1953. L'écriture de Jean était moins soignée, comme s'il l'avait écrite à la hâte ou dans la détresse. Mon amour, je sais que tu as peur. J'ai peur aussi. Mais nous ne pouvons pas les laisser nous chasser de notre maison, de tout ce que nous avons construit. Ils n'ont aucune base légale pour nous forcer à partir. Oui, Marcel a été stupide de les affronter comme il l'a fait. Mais cela ne leur donne pas le droit de nous harceler. Nous devons tenir bon pour notre enfant, pour l'avenir que nous voulons. Je t'aime. Nous allons traverser ça. Mais ils n'avaient pas traversé ça. Quelque chose s'était passé après l'écriture de cette lettre. Quelque chose qui s'était terminé avec la mort de Marcel, l'arrestation de Jean, et la fuite de sa mère au milieu de la nuit avec un nouveau-né. Monique a soigneusement remis les lettres dans la boîte en métal et l'a replacée dans sa cachette entre les rochers. Elle reviendrait les chercher plus tard, mais pour l'instant, elle voulait qu'elles soient protégées là où elles avaient été en sécurité pendant 70 ans. En redescendant la montagne, son esprit tournait avec des questions. Les lettres mentionnaient le collectif et les autres. Il y avait eu cette famille selon le journal de sa mère. Que leur était-il arrivé? S'étaient-ils tous dispersés après la confrontation? Y en avait-il encore en vie? Et plus pressant encore, qu'était-il arrivé à Jean? La dernière entrée du journal de sa mère mentionnait qu'il avait été arrêté. Avait-il été inculpé, condamné, libéré? L'homme qui avait écrit ces lettres avec tant d'amour et d'espoir? Où était-il maintenant? Quand Monique a atteint la maison, il était tard dans l'après-midi. Elle a fait chauffer de l'eau pour un café et s'est assise sur le perron, regardant la lumière du soir s'incliner à travers les pins. Demain, a-t-elle décidé, elle irait au village. Il devait y avoir des archives, des rapports de gendarmerie, des archives de journaux, quelque chose qui lui dirait ce qui s'était passé en 1953 et 1954. Mais ce soir, elle s'est simplement laissée imprégner de ce qu'elle avait appris. Sa mère avait été profondément aimée. Quoi qu'il soit arrivé plus tard, quels que soient les mensonges qui avaient été racontés, cet amour avait été réel. Jean avait existé, avait construit cette maison, avait voulu une vie avec Marie et leurs enfants. Il était son père biologique, mais aussi par intention.
Il l'avait voulu. Il avait fait des projets pour elle. Et puis les circonstances, l'histoire, la politique, la violence, leur avaient volé cet avenir à tous. Monique a pensé à l'homme qui l'avait élevé, Michel Roussel. Il avait été gentil, bien que distant, un pharmacien qui travaillait de longues heures et rentrait fatigué. Il avait subvenu à leurs besoins, n'avait jamais élevé la voix, avait appris à Monique à faire du vélo et à conduire. Mais il y avait toujours eu une réserve en lui, le sentiment qu'il retenait quelque chose. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Il élevait l'enfant d'un autre homme, gardait le secret d'un autre homme. Connaissait-il toute l'histoire, ou sa mère ne lui en avait-elle dit qu'une partie? Avait-il eu du ressentiment envers Monique, ou avait-il simplement fait de son mieux dans une situation compliquée? Il était mort d'une crise cardiaque quand Monique avait 30 ans, s'effondrant derrière le comptoir de la pharmacie un mardi ordinaire. Sa mère avait pleuré discrètement, comme elle faisait tout. Il l'avait enterrée à Aurillac, où ils avaient vécu. Monique s'était tenue au bord de la tombe, sentant qu'elle devrait pleurer plus, ressentir plus, mais elle s'était surtout sentie engourdie et confuse par son propre manque d'émotion profonde. Maintenant, elle se demandait si une partie d'elle avait toujours su qu'il n'était pas son père. Pas de manière consciente, mais dans la subtile déconnexion qu'elle avait toujours ressentie avec lui. Le sentiment qu'ils étaient liés par obligation plus que par le sang. La lumière est passée de l'or au violet puis à l'obscurité. Monique est rentrée, a allumé la lanterne, puis a ressorti la carte. 5 endroits marqués en plus de la maison. Elle avait trouvé le premier aujourd'hui, la boîte en métal avec les lettres. Que trouverait-elle aux autres? Le lendemain matin, Monique est allée à Salaire. Le village le plus proche se trouvait à une 50aine de kilomètres en bas de la montagne, sur des routes qui s'amélioraient progressivement à mesure qu'elle descendait. C'était un petit endroit, le genre de village qui existait parce qu'il avait toujours existé, pas parce qu'il y avait une raison impérieuse à cela maintenant. Une rue principale avec une poste, un bistrot, une quincaillerie, une station-service, quelques rues latérales avec des maisons. C'était à peu près tout. La bibliothèque était une seule pièce attenante à la mairie, tenue par une femme aux cheveux blancs qui s'est présentée comme Geneviève et semblait ravie d'avoir une visiteuse. La plupart des gens utilisent Internet maintenant, a-t-elle dit. Mais nous gardons les archives. On ne sait jamais quand quelqu'un pourrait en avoir besoin. Que cherchez-vous? Les archives des journaux du début des années 1950, a dit Monique. Plus précisément, tout ce qui concerne une communauté dans les montagnes. Vers 1953 ou 1954. L'expression de Geneviève a changé, est devenue plus méfiante. Oh, vous voulez dire la commune? C'est comme ça qu'on l'appelait? C'est comme ça que tout le monde l'appelait. Un groupe de gens est monté là-haut en pensant qu'ils vivraient de la terre, partageraient tout, seraient une grande famille heureuse. Ça n'a pas marché comme ça. Elle a fait une pause. Pourquoi demandez-vous? Vous faites des recherches ou quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça, a dit Monique. J'ai acheté une propriété là-haut. La vieille maison. Je suis curieuse de son histoire. Geneviève l'a étudié un instant, puis a semblé prendre une décision. Eh bien, les journaux sont sur microfiche. Laissez-moi vous montrer comment utiliser le lecteur. La machine était ancienne, capricieuse, et Monique devait constamment ajuster la mise au point. Mais Geneviève l'avait orientée vers la bonne période, et en 1 heure, Monique avait trouvé ce qu'elle cherchait. Le titre datait du 15 janvier 1954. Un membre d'une communauté montagnarde tué lors d'une enquête de la sûreté. Les mains de Monique étaient stables pendant qu'elle lisait, mais sa poitrine était serrée. L'article décrivait comment des agents de la Sûreté nationale, enquêtant sur des rapports d'activité subversive, avaient visité une propriété dans les montagnes où plusieurs familles avaient établi une communauté. Une altercation s'était produite. Un homme nommé Marcel Morel avait été abattu. Les agents ont plaidé la légitime défense, déclarant que Morel avait sorti une arme. Plusieurs membres de la communauté avaient été emmenés pour interrogatoire, dont un certain Jean Dubois. Jean Dubois. Voilà son nom complet. L'article poursuivait en disant que la plupart des personnes interrogées avaient été relâchées sans inculpation, mais que la communauté s'était dissoute peu après. Aucun article de suivi n'expliquait ce qui était arrivé aux personnes impliquées. Monique a imprimé l'article et a continué à chercher. Elle a trouvé quelques autres références, des lettres au rédacteur en chef se disputant pour savoir si le gouvernement avait outrepassé ses droits,
un éditorial mettant en garde contre les éléments radicaux dans la communauté, un bref avis indiquant que la propriété avait été vendue en parcelles. Mais rien sur Jean en particulier. Aucune trace d'inculpation, de procès, d'emprisonnement. Il avait simplement disparu des archives historiques. Monique a remercié Geneviève et est sortie dans l'après-midi ensoleillé, les articles imprimés dans son sac. Elle se tenait sur le trottoir, essayant de décider quoi faire ensuite. Une voix derrière elle a dit « Vous posez des questions sur l'ancienne communauté ». Monique s'est retournée. Un homme âgé était assis sur un banc devant la quincaillerie, le visage buriné ombragé par une casquette. Il l'observait avec des yeux vifs et intelligents. « Oui », a dit Monique. « Je m'en souviens », a-t-il dit. « J'étais juste un gamin, mais je m'en souviens. Mon père était l'un des agents impliqués. » Il a fait une pause. « Je m'appelle Georges Simon. Si vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé, je peux vous le dire. Mais ce n'est pas une jolie histoire. » Georges Simon a invité Monique au petit bistrot local pour un café, et ils se sont assis dans une banquette d'angle pendant qu'il racontait son histoire. Il avait près de 80 ans, a-t-il dit, ce qui signifiait qu'il avait environ 10 ans lorsque les événements de la communauté se sont déroulés. Son père avait été un agent de la Sûreté nationale affecté au bureau local pendant l'après-guerre et la guerre froide, une époque où la suspicion tombait sur quiconque semblait différent ou non conventionnel. Ils étaient terrifiés par le communisme à l'époque, a dit Georges en remuant du sucre dans son café. L'Union soviétique avait la bombe. La Corée se passait. Tout le monde voyait des menaces partout. Et puis vous aviez ce groupe de gens dans les montagnes, vivant ensemble, partageant leurs biens et leurs ressources. Pour les gens du village, ça ressemblait à du communisme, purement et simplement. Mais ce n'était pas politique, a dit Monique. Ils voulaient juste vivre différemment. Ça n'avait pas d'importance. Quelqu'un les a dénoncés. A dit qu'ils tenaient des réunions, endoctrinaient les enfants, planifiaient on ne sait quoi. Mon père n'y croyait pas, mais il avait des ordres. Alors il est monté là-haut plusieurs fois, posant des questions, essayant d'évaluer s'il y avait une menace réelle. Et y en avait-il une? Georges a secoué la tête. Non. C'était juste des gens qui essayaient de cultiver leur propre nourriture et d'élever leurs enfants. Mais l'un d'eux, Marcel Morel, il avait mauvais caractère et un problème d'alcool. Chaque fois que mon père et son partenaire passaient, Marcel devenait agressif, criant à propos des droits, de la liberté et des abus du gouvernement. Il n'avait pas tort, remarquez, mais il n'aidait pas sa cause. Que s'est-il passé le jour de sa mort? L'expression de Georges est devenue sombre. Mon père n'en parlait pas beaucoup, mais quand j'ai été plus âgé, il m'en a dit un peu. Ils étaient montés pour signifier une sorte d'avis officiel. Je ne pense même pas que c'était quelque chose de grave, juste des papiers disant que l'enquête était en cours. Mais Marcel était ivre. Il a commencé à crier, s'est approché de mon père. Quand ils ont essayé de partir, Marcel les a suivis jusqu'à leur voiture. Il avait bien une arme. Cette partie est vraie. Un vieux fusil de chasse. Mon père a dit que Marcel ne l'a jamais vraiment pointé sur eux, il l'avait juste dans les mains. Mais son partenaire a eu peur et a tiré. Donc c'était un accident? Ça dépend de comment vous définissez un accident. Était-ce un meurtre délibéré? Non. Était-ce nécessaire? Mon père ne le pensait pas. Mais c'est arrivé, Marcel était mort, et il y a eu des conséquences. Monique a enroulé ses mains autour de sa tasse de café. Quel genre de conséquences? Ils ont arrêté tous ceux qui étaient là. Les ont emmenés pour interrogatoire. La plupart ont été libérés après quelques jours, mais ils ont profité de l'occasion pour faire comprendre que la communauté n'était pas la bienvenue. On menaçait de nouvelles enquêtes, de contrôles fiscaux, de visites des services sociaux. Le message était « Partez ou nous vous rendrons la vie infernale ». Georges a fait une pause. Mon père détestait ça. Il pensait que c'était des gens bien qui ne méritaient pas ce traitement, mais il suivait les ordres. C'était une autre époque. Un des hommes qui a été arrêté, a dit Monique prudemment, s'appelait Jean Dubois. Savez-vous ce qui lui est arrivé? Georges a réfléchi un moment. Ce nom me dit quelque chose. Je crois qu'il a été gardé un peu plus longtemps que les autres parce qu'il était l'organisateur de la communauté, le contact principal. Mais il n'a été accusé de rien. Ils l'ont laissé partir après quelques semaines. Il l'a regardé avec curiosité.
Pourquoi demandez-vous à son sujet en particulier? Il a construit la maison que j'ai achetée, a dit Monique, ce qui était vrai, bien qu'incomplet. Je suis curieuse des gens qui y ont vécu. Georges a hoché la tête lentement. Eh bien, je peux vous dire que la plupart d'entre eux ont quitté la région, se sont dispersés dans différents départements, essayant d'échapper à la stigmatisation. Certains ont changé de nom. Mon père a gardé une trace de quelques-uns d'entre eux au fil des ans, se sentant coupable de son rôle là-dedans. Il a essayé de s'excuser auprès de certains plus tard, mais la plupart ne voulaient rien entendre. Ils ont parlé un peu plus longtemps, et Georges a donné à Monique son numéro de téléphone au cas où elle aurait d'autres questions. En remontant la montagne, l'esprit de Monique analysait ce qu'elle avait appris. Jean avait été libéré. Il n'avait pas été emprisonné, n'avait été condamné pour rien. Alors, que lui était-il arrivé? Pourquoi n'avait-il pas retrouvé Marie et Monique? Où avait-il essayé et échoué? De retour à la maison, Monique a repris sa recherche méthodique. Maintenant, elle cherchait tout ce qui était lié au collectif, toute documentation qui pourrait lui en dire plus sur les autres familles ou sur Jean lui-même. Dans un placard verrouillé de la cuisine, qu'elle a dû forcer avec un tournevis, elle a trouvé un grand livre de comptes. C'était le genre que les comptables utilisaient, avec des colonnes pour les dates, les entrées et les montants. La couverture était tachée par l'eau, mais les pages à l'intérieur étaient pour la plupart lisibles. Le livre documentait les opérations financières du collectif de 1949 à 1953. Chaque famille avait contribué à l'achat du terrain et aux dépenses communes. Leurs noms étaient inscrits en haut de chaque colonne: Dubois, Morel, Mercier, Morin, Lebrun, Kowalski, Dupont. Monique a suivi la colonne Dubois du doigt. Jean Dubois avait contribué des sommes substantielles, achat initial du terrain, matériaux de construction, outils. À côté de son nom, entre parenthèses, il était écrit « et Marie Leblanc ». Leblanc, le nom de jeune fille de sa mère. Monique a étudié les autres noms. C'étaient les familles qui faisaient partie du collectif. Les gens qui avaient vécu ici, travaillé ensemble, vu leur rêve anéanti par la paranoïa et la politique. Elle se demandait où ils étaient maintenant, si certains étaient encore en vie, quelles histoires ils pourraient raconter. Le livre montrait des contributions régulières jusqu'en 1952, puis des entrées sporadiques en 1953, puis plus rien. La dernière entrée était datée de novembre 1953. Distribution finale des fonds restants. Dissolution de la communauté. Monique a fermé le livre et s'est adossée. Cette famille, 20, peut-être 30 personnes au total, y compris les enfants, tous dispersés aux quatre vents parce qu'ils avaient osé vivre différemment. Elle a pensé à sa mère fuyant avec Monique bébé. Où étaient-elles allées en premier? Comment Marie s'était-elle débrouillée? Quand avait-elle rencontré Michel Roussel et l'avait-elle convaincu de l'épouser et d'élever l'enfant d'un autre homme? Tant de questions, et sa mère était morte depuis 10 ans. Il n'y avait personne à qui demander, à moins que... Monique a ressorti le livre et a regardé les noms. Les autres familles. Certains d'entre eux pourraient encore être en vie. Ils auraient maintenant 80 ou 90 ans, mais c'était possible. Si elle pouvait les trouver, il se souviendrait peut-être de Jean. Il saurait peut-être ce qui lui était arrivé. Elle a pris une photo de la page du livre avec son téléphone, capturant tous les noms. Puis elle a passé la soirée à chercher en ligne. Morin était un nom trop courant pour être utile sans plus d'informations. Mais Mercier, Kowalski, Dupont. Elle pouvait travailler avec ça. Après 2 heures de recherche, elle a trouvé une possibilité, une notice nécrologique de 2015 pour Martin Mercier, qui avait été charpentier et agriculteur dans le Massif central avant de déménager à Lyon dans les années 1950. La notice mentionnait sa femme, Hélène, et leurs enfants. Elle mentionnait également qu'il avait fait partie d'une expérience de vie communautaire dans sa jeunesse. Ce devait être lui. Mais il était mort, et sa femme aussi, selon la notice. Cependant, elle listait les enfants survivants, 2 filles et un fils. Monique a noté leurs noms. Puis elle a continué à chercher. Elle a trouvé une Simone Mercier, vivant à Lyon, qui avait le bon âge pour être la fille de la famille Mercier. Elle a trouvé une référence à un Thomas Kowalski qui avait écrit des mémoires sur son enfance dans diverses communautés dans les années 1950 et 60. C'étaient des fils fins et fragiles la reliant au passé, à des gens qui avaient connu Jean, qui se souviendraient peut-être de ce qui s'était passé après la chute du collectif. Le lendemain, Monique a commencé à passer des appels téléphoniques.
Elle a joint le fils de Martin Mercier, qui était poli mais méfiant. Oui, son père avait fait partie d'une communauté montagnarde. Non, il ne s'en souvenait pas beaucoup. Il n'avait que 5 ans quand ils étaient partis. Mais il pensait que sa sœur aînée pourrait s'en souvenir davantage. Il a donné à Monique son numéro. La sœur, Simone, approchait des 80 ans et vivait à Lyon. Quand Monique a appelé et expliqué ce qu'elle cherchait, il y a eu un long silence. Je n'ai pas pensé à cet endroit depuis des décennies, a finalement dit Simone. Nous n'étions pas censés en parler. Après notre départ, mes parents ont clairement indiqué que ce chapitre de notre vie était clos. Ils avaient peur d'être sur liste noire, d'avoir des difficultés à trouver du travail. Alors, nous avons simplement fait comme si ça n'était jamais arrivé. Mais vous vous en souvenez? A demandé Monique. Oh oui. Je me souviens des maisons dans la forêt et de courir en liberté avec les autres enfants. Je me souviens de Jean. Il était gentil. Il nous a appris à identifier les traces d'animaux. Et je me souviens de Marie. Elle allait être mon institutrice une fois qu'ils auraient installé l'école. Elle était enceinte cette dernière année. Simone a fait une pause. Je me souviens de la nuit où les agents sont venus. Mes parents nous ont fait faire nos valises si vite. Nous étions dans la voiture en moins d'1 heure, en train de partir. J'ai regardé en arrière et j'ai vu les lumières, entendu les cris. J'ai fait des cauchemars pendant des années. Savez-vous ce qui est arrivé à Jean? A demandé Monique, sa voix à peine stable. Je sais qu'il a été arrêté. Mon père a essayé de garder le contact avec tout le monde pendant un certain temps, mais les gens se sont tellement dispersés. Jean, je crois avoir entendu dire qu'il était resté en Auvergne, mais je ne sais pas où ni ce qu'il a fait. Je suis désolé. C'est tout ce dont je me souviens. C'était quelque chose. Au moins, Jean était resté en Auvergne. Il ne s'était pas enfui dans un autre département. Cela rétrécissait la recherche, la rendait plus possible de trouver une trace de lui. Elle a remercié Simone et a passé d'autres appels. Chaque conversation lui donnait de petits morceaux. Le collectif avait été authentique, idéaliste, condamné par l'époque. Jean avait été respecté, considéré comme un leader naturel. Marie avait été très appréciée, douce, gentille avec les enfants. Et leur amour avait été évident pour tout le monde. Personne ne savait où se trouvait Jean maintenant, ni même s'il était encore en vie, mais Monique était déterminée à le découvrir. En attendant l'arrivée des mémoires de Thomas Kowalski, Monique a continué à explorer la maison. Elle s'était installée dans la plus petite chambre, celle où elle avait trouvé le journal de sa mère, et la rendait lentement habitable. Un après-midi, elle a décidé de s'attaquer au grenier. L'accès se faisait par une trappe dans le plafond du couloir. L'odeur de poussière et de vieux bois l'a envahie alors qu'elle montait. L'espace était rempli de boîtes, mais celle-ci semblait plus personnelle. Des affaires d'enfants pour la plupart. Dans une boîte, elle a trouvé un cheval en bois sculpté à la main. Il était magnifiquement fait, lisse et détaillé, avec une vraie crinière et une queue en crin de cheval. En dessous, quelqu'un avait gravé « Pour Claude. Noël 1952. Avec tout mon amour, Jean Dubois. » Monique a tenu le jouet avec précaution, imaginant Jean le sculpter pendant les longues soirées d'hiver. Claude devait être l'un des enfants du collectif, le fils de Martin et Rachel Mercier. Le cadeau avait été fait avec habileté et soin. Elle a mis le cheval de côté pour le descendre. Il méritait mieux que d'être oublié dans le grenier. Ce soir-là, assise sur le perron, elle a vu la 2 CV de Pierre Martin remonter le chemin. Il s'est garé et est sorti, tenant une cocotte enveloppée dans un torchon. « Ma femme a entendu dire que vous étiez en train de retaper l'endroit, a-t-il dit. Elle a pensé que vous aimeriez un repas chaud. C'est son pot-au-feu. » Monique a été touchée par le geste. Ils se sont assis sur les marches du perron, et Monique s'est surprise à lui parler de ses recherches. Pas de tout, mais des bases sur le collectif. Pierre a écouté attentivement. Vous savez, a-t-il dit, quand je me suis installé ici en 89, il y avait un vieil homme qui avait une cabane à environ 8 km au nord. Vivait seul, restait dans son coin. Je l'ai aidé pour des réparations 1 ou 2 fois. Il a mentionné qu'il était dans la région depuis longtemps. Aurait pu être là dans les années 50. Est-il toujours là? Mort il y a une dizaine d'années. Mais, Pierre s'est gratté la mâchoire, sa maison est toujours là, vide, à ma connaissance.
Ça pourrait valoir le coup d'œil si l'histoire vous intéresse. Monique a senti une étincelle d'intérêt. Vous vous souvenez de son nom? Dubois quelque chose? Jean Dubois, peut-être? Le cœur de Monique s'est arrêté. Jean Dubois. Oui, ça semble juste. Pourquoi, vous le connaissez? Il était, Monique a dû s'arrêter et reprendre son souffle. Il était l'un des fondateurs du collectif. J'ai essayé de savoir ce qui lui était arrivé. Pierre apparut surpris. Tiens donc. Le monde est petit. Eh bien, comme je l'ai dit, il est mort il y a une dizaine d'années. A vécu seul toutes ces années. J'ai toujours pensé qu'il attendait quelque chose, mais il n'a jamais dit quoi. Où est sa maison? Je peux vous montrer. Ce n'est pas loin, mais la route est mauvaise. Il faut un 4x4. Ils ont prévu d'y aller le lendemain matin. Après le départ de Pierre, Monique est restée assise dans l'obscurité grandissante, son esprit en ébullition. Jean avait vécu à 8 kilomètres de là. Pendant des décennies. Il était resté proche de la maison d'origine. Il attendait. Pierre avait dit qu'il semblait attendre. Attendait-il que Marie revienne? Et il était mort il y a 10 ans, sans jamais savoir que Monique finirait par trouver cet endroit. Elle a ressenti un chagrin si vif qu'il lui a coupé le souffle. Elle était si proche. Si elle avait trouvé la maison plus tôt, elle aurait pu le rencontrer, elle aurait pu connaître son père. Mais elle était arrivée trop tard. Elle est rentrée et a trouvé le cheval en bois qu'elle avait descendu du grenier. C'était fait par les mains de son père. Ce serait tout ce qui lui resterait. Le lendemain matin, Pierre est venu la chercher. Après un trajet difficile, ils ont émergé dans une petite clairière. La petite maison isolée était plus petite, mais en meilleur état. À l'intérieur, c'était simple, mais bien rangé. Ce qui a attiré l'attention de Monique, c'est le mur en face de la porte. Il était couvert de photos, et au centre, plus grande que les autres, une photo de Marie tenant un bébé. Monique s'est approchée lentement. C'était sa mère, jeune et effrayée, tenant Monique bébé. Quelqu'un avait écrit sur la marge blanche, Marie et Monique, février 1954. Autour, d'autres photos. Marie seule. Marie et Jean ensemble. La maison dans son état d'origine. Les membres du collectif. C'était un sanctuaire. Jean avait vécu ici pendant des décennies, entouré des souvenirs de la vie qu'il avait perdue. Tout va bien? A demandé Pierre. C'est ma mère, a dit Monique, la voix rauque. Sur la photo, c'est moi bébé. Il y a eu un long silence. Puis Pierre a dit doucement, alors Jean était votre père. Oui. Pierre n'a pas posé de questions. Il est resté là, respectueusement, pendant que Monique pleurait, regardant le mur de photos, la vie que son père avait préservée en images parce que c'était tout ce qui lui restait. Plus tard, dans un tiroir, elle a trouvé une pile de lettres, toutes adressées à Marie Leblanc ou Marie Roussel, toutes retournées à l'expéditeur. Il avait essayé de la trouver. Pendant des années. Sous les lettres, il y avait une petite boîte en velours. À l'intérieur, un médaillon en argent sur une chaîne délicate. Le même que sur la photo. Le médaillon de Marie. Elle l'a ouvert. À l'intérieur, 2 minuscules photos, Jean jeune et Marie radieuse. Et dans le petit espace, une mèche de cheveux de bébé foncé. Ses cheveux à elle. Gravés à l'intérieur, en une écriture si petite qu'elle a dû plisser les yeux, tout mon amour, toute ma vie. J. Le chagrin l'a submergée. Son père les avait aimées toutes les deux jusqu'au jour de sa mort. Il n'avait jamais cessé de chercher, d'espérer, et il était mort seul, à 8 kilomètres de là où tout avait commencé. Au cours de la semaine suivante, Monique a transféré les affaires de Jean dans sa propre maison. Les mémoires de Thomas Kowalski sont arrivées, le décrivant comme un homme bon, écrasé par des forces qui le dépassaient. 10 jours après avoir trouvé la petite maison isolée de Jean, Monique était de retour chez elle, travaillant sur le perron. Elle a remarqué une lame de plancher lâche près de l'entrée. Elle l'a soulevée. En dessous, il y avait une petite boîte en métal. Son cœur battait la chamade. À l'intérieur, une lettre pliée, protégée par un sac en plastique. L'écriture de sa mère. Ma chère Monique, commençait-elle. La lettre, datée de septembre 1960, expliquait tout.
La terreur après la mort de Marcel et l'arrestation de Jean. La peur que les services sociaux ne lui prennent son bébé. La fuite, le changement de nom, le mariage avec Michel Roussel, un homme bon qui n'a pas posé de questions. Elle expliquait comment Jean avait essayé de les retrouver, mais qu'elle n'avait jamais ouvert ses lettres, trop effrayée de risquer la vie sur qu'elle avait construite pour Monique. Et la plus grande révélation, j'ai racheté cette maison en 1985 quand elle a été mise en vente. J'ai utilisé de l'argent que j'avais secrètement économisé, je l'ai gardé à mon nom de jeune fille pour que Michel ne le sache pas. Je voulais que tu l'aies un jour. L'avocat qui s'occupe de ma succession a pour instruction de te contacter après ma mort. J'espère que tu pourras trouver Jean. Dis-lui que je ne l'ai jamais oublié. Dis-lui que je suis désolé. Ta mère, Marie. Sous la lettre, il y avait un acte de propriété de 1985 au nom de Marie Leblanc, et un testament secret léguant la propriété à ma fille, Monique Louise Roussel. Monique a compris. Le plan de sa mère avait échoué. L'avocat avait dû prendre sa retraite ou mourir. La maison avait fini par être saisie pour impôts impayés et vendue. Et Monique, sans rien savoir, l'avait achetée par un hasard incroyable. Ou peut-être pas. Elle regarda l'acte de propriété. Cette propriété était sienne 2 fois. Une fois par l'intention de sa mère, une fois par son propre choix. Elle se leva et entra. Elle avait restauré cet endroit sans savoir qui lui était destiné. Sa mère avait essayé de lui donner ce cadeau, cette vérité. Mais le cadeau s'était perdu. Et Jean avait vécu à seulement 8 kilomètres de là, mourant en 2015, la même année que Marie. Ils avaient tous les deux emporté leur secret dans la tombe. Monique regarda le mur où elle avait accroché les photos de la petite maison isolée de Jean. Leur histoire avait été tragique. Mais elle ne s'est pas terminée en tragédie. Elle s'est terminée ici, avec leur fille debout dans la maison qu'ils avaient construite, préservant leur mémoire et leur amour. Elle achèverait de restaurer cette maison. Elle en ferait un foyer. Elle était leur héritage. Elle était toujours là. Dehors, le soleil se couchait. Et Monique Roussel, 68 ans et enfin chez elle, se tenait sur le perron de la maison de son père et se laissa pleurer pour tout ce qui avait été perdu, et tout ce qui restait. Les travaux sur la maison se sont intensifiés à l'approche de l'hiver. À la mi-octobre, elle a reçu un appel de Simone Mercier, qui lui a envoyé un paquet de vieilles photos. Parmi elles, une photo de Jean et Marie le jour de leur mariage, sur le perron de cette même maison, entourée des autres familles, rayonnant de bonheur. Monique l'a fait agrandir et l'a accroché au-dessus du cantou. Fin octobre, les grosses réparations étaient terminées. Le 1er novembre, la première vraie neige est tombée. Monique s'est réveillée dans un monde transformé, silencieux et blanc. Elle était chez elle. Officiellement. Elle a passé les jours de neige à l'intérieur, restaurant la maison aussi fidèlement que possible à son état d'origine. Dans un journal, elle a trouvé une note de sa mère, datée de décembre 1953, « J'ai senti le bébé bouger aujourd'hui pour la première fois. Jean a posé sa main sur mon ventre et son visage s'est illuminé. Quoi qu'il arrive, nous avons eu ce moment. Nous avons eu cette joie. » Elle pensait à la vie qu'elle avait vécue. Elle avait quand même grandi pour aimer les montagnes, la solitude, la nature. Était-ce la génétique? Le destin? Elle ne le saurait jamais. Le matin de Noël, elle a pensé au Noël de 1952. Ses parents ici, dans cette pièce. Jean sculptant le cheval en bois pour le petit Claude Mercier. Après Noël, elle a cherché et trouvé Claude, maintenant âgé de 78 ans, en Californie. Elle l'a appelé. Il s'est souvenu du cheval, de Jean, de Marie, de la communauté. C'était le paradis, a-t-il dit, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Monique lui a raconté sa propre histoire. Il a été stupéfait. Vous êtes leur enfant, a-t-il dit finalement. Le bébé? Il a accepté de partager ses souvenirs pour qu'elle puisse documenter l'histoire du collectif. Au cours des semaines suivantes, Monique a interviewé les descendants qu'elle a pu trouver, reconstituant l'histoire complète de cette famille dont les rêves avaient été brisés. Elle a soumis une copie de son travail à la Société historique de l'Auvergne. Un matin, elle a regardé le calendrier et a réalisé que c'était le 10 janvier, son anniversaire. Elle avait 69 ans. Elle était née ici, dans cette petite chambre, il y a presque 70 ans. Elle est allée dans la pièce et a dit à voix haute, « Je suis là. Je suis revenue. J'ai retrouvé mon chemin. »
Et pour la première fois, elle a ressenti un sentiment d'achèvement. Un cercle bouclé. Une histoire racontée. Elle était Monique Roussel, fille de Jean Dubois et Marie Leblanc. Elle était chez elle. Et elle était en paix. Le printemps est arrivé tard, mais avec une abondance à couper le souffle. Monique a commencé à travailler dans l'ancien potager de sa mère. Elle a planté les vieilles graines de variétés anciennes qu'elle avait trouvées, des graines de 1952 qui, par miracle, ont germé en 2025. En mai, Claude Mercier est venu lui rendre visite. Ils ont parcouru la propriété, il lui a montré où se trouvaient les autres maisons, où il jouait. Monique lui a donné le cheval en bois. Il l'a tenu, les larmes coulant sur ses joues burinées. J'en serais si fier de ce que vous avez fait ici. Fier de vous. Avant de partir, il a dit, je pense que cet endroit était destiné à être trouvé. Votre mère a essayé de vous le donner. Ça n'a pas marché, mais vous l'avez trouvé quand même. Ce n'est pas un hasard. C'est le destin, peut-être. Au cours de l'été, d'autres descendants sont venus, partageant leurs histoires. En septembre, alors que les bouleaux commençaient à dorer, Monique se tenait sur son perron, une tasse de café à la main. La maison était restaurée, le jardin avait été généreux. Elle faisait partie de la communauté montagnarde. C'était chez elle. Pas l'endroit où elle était née, exactement. Mais l'endroit où elle était censée revenir. L'histoire de ses parents avait été tragique. Mais elle ne se terminait pas en tragédie. Elle se terminait ici, avec leur fille vivant la vie dont ils avaient rêvé, préservant leur mémoire. Il lui avait fallu 68 ans pour être prête à affronter la vérité. Mais elle avait réussi. Elle était là, et elle était chez elle. Le soleil s'est couché derrière les montagnes. Monique a fini son café, est rentrée et a commencé à préparer le dîner. Demain, elle travaillerait dans le jardin. Le jour d'après, elle marcherait jusqu'à la crête. Elle avait des années devant elle, des années à vivre dans cet endroit, à être celle qu'elle avait toujours été destinée à être. Elle était Monique Dubois-Roussel. Elle était une fille enfin connectée à sa véritable histoire. Elle était une femme de la montagne. Et elle était en paix avec tout cela. Les mensonges et la vérité, la perte et la découverte, le passé et le présent, tous tissés ensemble en une vie complète. Certaines histoires se terminent dans l'obscurité. Mais celle-ci s'est terminée dans la lumière. Dans une maison de campagne des montagnes du Massif central, avec une femme qui avait passé sa vie perdue à enfin trouver son chemin.